à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Valenciennes pour cette nouvelle édition de la Salle Actu. Cette année, la promotion de notre option journalisme porte le nom de Sophie Gastrin, présentatrice du JT de Télématin, qui nous a fait l'honneur d'être notre marraine cette année. Mais sans plus attendre, les titres de ce journal. Faut-il que la place d'Armes de Valenciennes devienne entièrement piétonne? Nos équipes ont enquêté. Événement tragique cette année. Les attentats de Charlie Hebdo ont mobilisé les populations du monde entier. Nous sommes donc allés au cœur de la manifestation d'hommage à Valenciennes. Comme chaque année, le Festival de Valenciennes a été un temps fort du mois d'avril. Des people, une programmation de qualité, nous reviendrons sur cet événement dans une chronique spéciale. Notre portrait du jour. Aujourd'hui, quelle est la fonction d'un député? Nous avons rencontré Laurent de Gallet, député maire de Valenciennes, l'occasion de faire le point sur sa vie entre Paris et Valenciennes. Et pour finir, elle est une des chanteuses préférées des Français. À l'occasion de son passage à Saint-Amand, Hélène Ségara nous a accordé une interview. Tout de suite, démarrons ce journal avec Anya. Bonjour Anya. Bonjour Noémie. Bonjour à tous et à toutes. Alors Anya, la place d'Armes de Valenciennes, piétonne ou pas piétonne? C'est exactement la question que nous sommes allés poser aux Valenciennois. En effet, sur la place d'Armes, les voitures et les piétons ont du mal à cohabiter. C'est sans doute la conséquence de l'absence de passage piéton et de l'étroitesse de la route. Cependant, les commerçants s'inquiètent de voir leur chiffre d'affaires baisser si la place d'Armes devenait entièrement piétonne. Enquête signée par l'ensemble de notre rédaction. Ah, la dure cohabitation piéton-voiture. Un vrai dilemme pour les municipalités. Faut-il repousser la voiture aux frontières de la ville ou au contraire lui laisser une place centrale? La place d'Armes de Valenciennes par exemple, doit-elle devenir piétonne? Nous sommes allés à la rencontre des Valenciennois pour le savoir. Non, puisque c'est bien pour l'accès au commerce. C'est bien d'avoir un accès routier quand même, voilà, pour pouvoir accéder correctement au commerce. Et je pense même qu'il faudrait un petit parking. Je suis pas contre parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour se garer, donc c'est faisable. En l'état actuel des choses, c'est un problème parce que les jours où il y a beaucoup de monde, les piétons traversent partout, on ne sait pas vraiment qui a priorité. Donc en ce sens-là, je pense que la place d'Armes devait être entièrement piétonne. Maintenant, ça ne règle pas le problème de où pourront passer les voitures pour aller notamment vers le commissariat. Ça pourrait poser des soucis, mais je pense qu'effectivement, ça pourrait être une bonne solution. Je pense que ça peut être un avantage parce que ça permettrait justement de pouvoir s'y balader sans avoir de risque de rencontrer trop de voitures et ce serait plus convivial. Moi, ça fait pas longtemps que j'habite à Valenciennes, mais c'est vrai que le fait que les voitures passent là en plein milieu, c'est vraiment pas pratique. C'est même dangereux, il n'y a pas vraiment de passage piéton. Ce serait idéal si c'était complètement piéton. Alors, à mon avis, non. Parce que moi, je travaille en centre-ville et je pense que si on empêche la circulation des voitures, il y aura encore moins de monde qui viendra sur la place. Donc je pense que c'est important de laisser la circulation et également des places de stationnement. Et ce qui serait bien même, c'est d'en rajouter. Donc pour moi, c'est mieux de laisser la place avec la circulation. Voilà. Merci. Merci Anya. Tout de suite, enchaînons avec notre prochain sujet. Merci. Alors, on nous annonce à l'instant que des extraterrestres auraient été aperçus sur le campus du Mont-Huy de l'Université de Valenciennes. On envoie tout de suite une de nos équipes sur place. Nous vous tiendrons informés si nous avons plus d'informations au cours de cette édition. Passons donc au reste de l'actualité. C'est le temps fort de l'année. Le Festival de cinéma a animé la ville de Valenciennes pour sa 5e édition. Jean-Benoît, vous et votre équipe étiez sur place. Effectivement, Noémie, cette année se tenait la 5e édition du Festival de Valenciennes. 2 compétitions, des documentaires surprenants, des fictions récompensées, un jury prestigieux et des invités de marque. Rien ne manquait et, comme chaque année, le festival nous a déroulé son tapis rouge. Nous avons eu la chance d'y faire de belles rencontres. On ne compte plus ses récompenses, notamment un Molière en 2005. Ses films, ses pièces de théâtre. Jacques Bonafé est un grand artiste. Quand nous avons appris qu'il venait à Valenciennes, nous avons immédiatement cherché à le rencontrer pour qu'il nous parle de son enfance tout près d'ici à Douai. Un personnage attachant et sympathique avec qui nous avons passé un moment exceptionnel. Un reportage d'Axel, Clara, Camille et Jacques. Déjà, attends, je vais te tenir le micro si tu as un petit coup de pompe. Ça va. Bon, déjà petit à l'école, bon, je me souviens que ça a été un grand bonheur
les uns aiment faire de la compétition, de l'athlétisme et du sport, mais moi c'était avec mon corps de pouvoir bouger dans l'espace, inventer. C'était à la fois du théâtre et de la danse, des travaux d'expression. On était un groupe comme ça et on se déchaînait là-dessus. Le mime était notre prétexte, mais aussi l'expression corporelle. On inventait des tas d'histoires. Puis après, dans le Nord, il y a beaucoup de troupes amateurs qui sont très vivantes, que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu l'idée de rencontrer dans ma ville. Ainsi, c'est comme ça que j'ai mal tourné. J'ai commencé à faire du théâtre à votre âge, et après, je n'ai pas pu m'arrêter. Par chance, quand j'ai eu 20 ans, j'ai assez vite il s'est trouvé des occasions, j'ai pu faire du cinéma. Après, j'ai vécu ma vie de star, et puis à un moment, j'ai dit, oh non, c'est fatigant les stars tous les matins. Et donc, je suis redevenu normal, et c'est pour ça que je vous parle à vous, et que je préfère parler à vous qu'à Paris Match. Troisième question. Jacques Bonafé, pourrions-nous vous demander d'être un peu plus bref? Parce que alors là, on va jamais en sortir de cette affaire-là. Vous avez un petit message pour nos jeunes collégiens et lycéens? Oui. J'ai dit que je ferais vite, alors... Non, le message... moi, j'ai une drôle de façon de dire qu'il faut garder la foi. Je ne suis pas du tout religieux, mais par contre, il faut avoir la foi. Ouais. Il faut croire à des choses follement, il faut croire à la beauté de l'art, il faut croire à la beauté des gens, il faut croire à ce qu'on entend quelquefois en écoutant avec une oreille, comme ça on dit mais c'est beau et tout ça. S'enthousiasmer, c'est une des choses les plus intéressantes, les plus formidables. Merci, j'étais très content de vous rencontrer, ça me fait beaucoup de bien, ça me rajeunit. Pam, pam, pam. Ça a l'air d'avoir été une belle rencontre, mais si je ne me trompe pas, ce n'est qu'un extrait. Effectivement, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur le site du collège qui s'affiche en bas de votre écran. J'ai aussi entendu dire que vous avez rencontré une journaliste de France 2. Et oui, Noémie, tu sais que certains d'entre nous rêvent de devenir journalistes. Oui, effectivement. Et Aïda Tuiri a pris le temps de rencontrer une partie de notre classe pour échanger avec eux sur son expérience et son métier de journaliste. Retour en images sur cette rencontre avec Camille, Alexandre, Axel, Noémie et moi-même. Bonjour Aïda Tuiri, merci de nous accorder cette interview. C'est un plaisir. Quelques minutes avant la cérémonie de clôture de la 5e édition du Festival de Valenciennes, rencontre avec Aïda Tuiri, membre du jury presse pour la compétition fiction. Une première dans la ville de Valenciennes et une première en tant que membre d'un jury d'un festival. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces regards du monde qui sont vraiment très divers. Et on passe effectivement des États-Unis des années 70 à l'Éthiopie dans les années 90, en passant par la France du 16e arrondissement de Paris. Enfin, c'est très divers et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai découvert un cinéma que je ne serais peut-être pas forcément allée voir dans les salles obscures aujourd'hui. J'en suis très contente. Aïda Tuiri, vous la connaissez sans doute au travers de l'émission Grand Public sur France 2. En exclusivité pour Grand Public, nous avons pu filmer en coulisses le tournage des... Ou encore Cité gagnante sur la chaîne parlementaire. Elle est une journaliste aux multiples facettes, la personne idéale pour nous parler du métier de journaliste. Moi en fait je suis devenue journaliste presque par hasard, en tout cas par le football. Parce que j'étais une grande fan de foot, je reste une fan de foot et... je me suis inscrite en tant que bénévole pour participer à la Coupe du Monde de foot en 98 et c'est comme ça que j'ai découvert le journalisme parce que j'étais en fac de psycho en fait, donc rien à voir. Et quand j'ai été affectée en tant que bénévole, je me suis retrouvée au centre de presse et c'est comme ça que j'ai eu un premier contact avec le métier de journaliste et que je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire plutôt que la psycho. Donc après ça, je me suis inscrite dans une école que je n'ai pas pu terminer faute de moyens. Et ma chance, c'est que dans cette école-là, il y avait une prof qui était directrice du bureau de RTL à Lyon. Et c'est elle, en fait, qui m'a vraiment encouragée à continuer, mais du coup, plus à l'école, mais vraiment à apprendre sur le terrain, c'est-à-dire au bureau de RTL à Lyon. Donc c'est comme ça que j'ai appris le métier et j'ai gagné un concours qui s'appelle Les Espoirs François Chalet du jeune reporter, qui m'a permis de rentrer à France Inter et ensuite tout s'est enchaîné. Ça se passe comment une semaine avec vous ? Ça dépend de ce que j'ai à faire, mais ça peut être effectivement un tournage pour grand public, où là on est plutôt en plateau, à dire son texte, sans prompteur, et il faut quand même réussir à le faire vivre, quoi, ce texte, c'est pas une lecture,
Voilà, donc ça peut être ça peut être aussi les semaines où je suis en tournage pour la chaîne parlementaire. Et là, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain. Il n'y a pas de maquillage coiffure comme vous pouvez être sublimé à l'antenne quand vous êtes bien éclairé, bien maquillé, etc. Où là, vous êtes à la rencontre des gens, donc vous êtes plutôt en jean basket qu'en robe de soirée, comme maintenant. Mais voilà, quoi, ça peut être très différent. Et en même temps, c'est à chaque fois... Je me dis que c'est toujours une expérience unique. Ce qui est génial dans ce métier, c'est que vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Et aucun jour ne ressemble à un autre. Mon meilleur souvenir en tant que journaliste, j'en ai pas mal. Mais le plus fort, je crois, c'est quand je me suis retrouvée sur le terrain en Tunisie, juste après la chute de Ben Ali en Tunisie. Donc... en plus c'est mon pays d'origine, donc je me suis retrouvée vraiment dans un pays que je ne reconnaissais pas, puisque quelques semaines avant il y avait un président au pouvoir qui muselait quand même pas mal la population, et quand j'ai atterri là-bas, j'ai trouvé un peuple en effervescence qui avait vraiment soif de parler, quoi, et j'avais l'impression, le sentiment que j'arrivais vraiment à un moment charnière, et c'est vraiment unique à vivre, je pense. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous, bonne continuation. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Journaliste. Vous avez déjà une idée ou pas? Non, pas du tout. D'accord, mais plutôt télé donc. Oui. Très bien, bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je m'en souviens, c'était une super rencontre. Jean-Benoît, vous avez aussi rencontré Jean-Pierre Daroussin. Tu peux nous en parler? Oui Noémie, le lycée du Hainaut avec les élèves de l'option Arts Visuels ont aussi participé au festival. Ils ont notamment rencontré Jean-Pierre Daroussin, un grand comédien français qui leur a accordé un entretien à l'occasion de la sortie de son livre et le souvenir que je garde au cœur. Nous avons sélectionné pour vous un petit extrait de l'interview, on regarde ensemble. Regrettez-vous que votre film avec Isabelle Adjani soit muet? C'est-à-dire qu'il est muet surtout parce qu'il n'existe pas. Donc... non, c'est pas. Je regrette pas grand-chose de ce que j'ai vécu, mais c'est une formule pour dire qu'effectivement il n'y a jamais eu de communication, il n'y a jamais eu de discussion, il n'y a jamais eu de langage, alors qu'on s'est fréquenté à une époque assez quotidiennement. Mais bon, il n'y a jamais eu de langage entre nous. Et il n'y en aura certainement jamais. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est pas du tout un regret, ça arrive souvent, il y a des gens qu'on côtoie sans jamais entrer en communication avec eux. D'accord. Que conseillerez-vous aux élèves qui ont sur un bulletin scolaire « élève peu doué à décourager » ? Oui, je vois que vous avez relevé cet élément effectivement que j'ai eu dans la première école nationale de théâtre à la rue Blanche. Un de mes professeurs avait mis à l'époque, c'était effectivement assez scolaire, alors qu'on était déjà censé être des étudiants et être sortis un petit peu du registre de la scolarité, mais c'était, voilà, on était encore dans les années 70, ça restait, il y avait une lourdeur encore un peu scolaire dans ce genre d'école. Et oui, le professeur qui s'appelait Jean Meyer avait mis cette appréciation, élève peu doué à décourager. Alors qu'est-ce que vous voulez que je conseille à des élèves qui auraient ce genre d'appréciation maintenant? Eh ben, de ne pas en tenir compte. De ne pas tenir compte de l'appréciation de leur professeur. C'est le seul conseil que je peux dire. Il faut une part d'insoumission quand on veut grandir. Petite part, hein, une petite part, hein, pas une énorme part, mais il en faut une quand même. C'est une longue histoire entre Jean-Pierre Daroussin et Isabelle Adjani. Tu peux nous en parler? Alors oui, en fait, quand Jean-Pierre Daroussin avait notre âge, il croisait Isabelle Adjani dans le bus 2 fois par jour. Ils ne se sont jamais parlé et, 40 ans plus tard, ces deux grands comédiens se rencontrent dans une poissonnerie. Ils se sont regardés, ils se sont reconnus et ils ont dit, de loin, l'un après l'autre, « Ah, que c'est drôle !» Ils se sont quittés sans jamais se parler. La suite de l'interview sur Hainaut TV, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer le livre de Daroussin et le souvenir que je garde au cœur, édité chez Fayard. Merci à toi Jean-Benoît pour cette chronique et merci au Festival de Valenciennes pour son accueil.
Je vous annonçais au début de ce journal que des extraterrestres auraient été aperçus sur le campus du Mont-Houy de Valenciennes. Alexandre nous a rejoint. Alors Alexandre, vous en savez plus? C'est encore assez confus en fait. De nombreux témoignages coïncident. Un objet volant aurait bien survolé la ville à basse altitude avant de s'écraser sur l'université. Fort heureusement, sur un parking presque désert en ce samedi après-midi, quelques étudiants qui révisaient leur partiel sont sortis affolés. Les enseignants ont tout de suite sécurisé la zone. La police est attendue sur place. Nous avons pu recueillir quelques témoignages, mais à cette heure-ci, l'enquête ne fait que commencer. Je vous propose de voir tout de suite les premières images filmées par un des étudiants. C'était ce matin, près de l'université de Valenciennes, que des étudiants du Mont-Houy ont cru apercevoir un objet volant non identifié. Cet événement bien étrange s'est produit vers 9 h du matin et a produit un mouvement de panique sur le campus de l'ISTV de Valenciennes. En fait, je suis venu pour les révisions et un son a fait trembler tout le bâtiment et on a regardé par la fenêtre un truc partir très vite. Voilà. Vous savez ce que c'était ? Non, je sais pas, peut-être un vaisseau, quelque chose comme ça. J'en sais rien. Un étudiant présent sur les lieux au moment des faits a réussi à filmer quelques images. Sur place, nous avons recueilli le témoignage de Vivien Boussard, professeur de physique à l'université. On était en cours comme d'habitude et on a entendu un bruit assourdissant. On est tous sortis pour aller voir ce que c'était. On a vu un énorme trou en plein milieu du béton. On ne sait pas trop d'où ça vient. On a juste appelé la police, là on les attend et j'ai juste eu le temps de sécuriser le périmètre pour l'instant. La police est arrivée peu après les événements sur les lieux. Les versions des faits sont toutes semblables et vont donc être sérieusement étudiées par des experts. C'est incroyable. Merci à vous et à votre équipe pour la rapidité d'investigation. Clara nous a rejoint. Bonjour Clara. Bonjour Noémie. Vous et votre équipe êtes allés rencontrer le député Laurent de Gallet. Tout à fait. Nous avons été reçus par Laurent de Gallet dans son bureau à la mairie de Valenciennes. Il nous a parlé du rôle et des fonctions d'un député et d'un maire de l'organisation qui lui permet de mener de front ces deux fonctions. Suite à cette rencontre, il nous a même invités à l'Assemblée nationale. Un sujet d'Ania, Jacques et Mathias. La parole est maintenant à Monsieur Laurent de Gallet, à qui je souhaite la bienvenue dans cet hémicycle. Récemment élu député maire de la 21e circonscription du Nord-Pas-de-Calais, Laurent de Gallet, fidèle allié de notre option journalisme, nous a accordé une interview, l'occasion de faire le point sur sa nouvelle fonction de député et sa double casquette de député maire. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus alors que je ne m'y attendais pas, puisque je n'étais pas programmé à être député. Voilà, maire, j'avais tiré une liste avec mes colistiers et j'avais le souhait de me présenter. Et puis, 2 mois ou 3 mois après les municipales, Jean-Louis Borloo, qui était le député, est tombé malade. Et il a démissionné de son mandat parce qu'il était dans l'incapacité de continuer. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, un petit mot pour démarrer, pour une pensée pour mon ami Jean-Louis Borloo, qui, vous le savez, a quitté il y a quelque temps le cœur gros cette Assemblée, lui dire toute la fierté qui est la mienne de lui succéder aujourd'hui et de porter après lui la voix de Valenciennes et du Valenciennois. Les avantages à être député, alors c'est que ça permet de porter la voix de la ville et les projets de la ville à un niveau un peu plus élevé qu'on peut le faire quand on est maire. On a finalement une représentation nationale qui permet de faire entendre la voix de Valenciennes et du Valenciennois au niveau national. C'est ce que je fais, ou j'essaye de faire en tout cas, toutes les semaines lorsque je vais à l'Assemblée nationale. Quand on est maire, on touche du doigt la réalité et les difficultés qu'on a de gestion d'une ville, mais les difficultés aussi des habitants. Et lorsqu'on met sa casquette de député, ça permet d'être un peu un porte-voix pour les habitants de cette ville et de cet arrondissement pour remonter au niveau national les problématiques. Et pour tenir face à cette fonction de député-maire, Laurent de Gallet peut compter sur son équipe et beaucoup de travail. Il faut se lever très tôt et il faut se coucher très tard. Voilà, c'est ce que je fais régulièrement. Et puis il faut savoir s'entourer aussi, parce qu'on ne réussit jamais tout seul. Et j'ai la chance d'avoir une bonne équipe d'élus avec moi
à la ville de Valenciennes, continue à gérer un certain nombre de sujets que je n'ai pas à traiter. Et puis j'ai une bonne équipe de collaborateurs aussi, qui m'accompagnent beaucoup, qui me préparent les dossiers, qui préparent les rendez-vous en amont, ce qui fait que finalement une grosse partie du travail est réalisée aussi par l'ensemble des collaborateurs et ça facilite un peu la tâche. Et si pour certains d'entre nous, le collège n'est pas une évidence, pas d'inquiétude, rien n'est perdu. J'avais une facilité, je pense, pour retenir les choses, pour apprendre des leçons, mais je ne développais pas ça de façon extraordinaire. Bon. Mais comme quoi, on peut pas forcément être un très bon élève, en tout cas briller, et puis devenir peut-être un bon maire et pourquoi pas peut-être un bon député aussi. Il y a 6 mois, la France a été victime d'un terrible attentat terroriste. Vous vous en souvenez tous. Le journal Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque faisant de nombreux morts. Ici, à Valenciennes, comme partout en France, tout le monde était sous le choc. Le soir des attentats, la page Facebook Tous les Valenciennois ici appelait à un grand rassemblement. Un deuxième s'est effectué le samedi après-midi. Tous les élèves de l'option journalisme ont souhaité être au milieu de la foule pour témoigner leur solidarité et, en tant qu'apprentis journalistes que nous sommes, nous avons ramené quelques témoignages que je vous invite à découvrir. 7 janvier 2015. Charlie Hebdo devient le théâtre d'une attaque terroriste. 12 morts, dont les dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski, Tinius et Honoré. Suite à ce drame, les Français soutenus par le monde entier se mobilisent, d'abord par le biais des réseaux sociaux où le hashtag « Je suis Charlie » sera tweeté 5 millions de fois. Ensuite, par des rassemblements républicains qui s'organisent dans les grandes villes françaises. À Valenciennes, le 10 janvier, 2700 personnes se sont rassemblées, dont les médias, les politiques, les hommes de culte, pour défendre ensemble les valeurs de la France. C'est important de montrer qu'on se réunit, qu'on ne se laisse pas abattre et qu'on est pour la liberté d'expression en France. Ça me semblait important d'être là aujourd'hui pour rendre hommage aux journalistes, aux chroniqueurs et puis aux dessinateurs qui sont morts injustement. C'est important d'être là pour montrer qu'on est unis par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Nous sommes toutes les deux ici ce jour parce que ça nous paraît important d'être là pour la liberté. Voilà, la liberté d'expression et puis de faire entendre que tout ce qui est islamisme, djihadisme n'ont pas le droit d'être en France. Voilà, et que c'est vraiment quelque chose d'horrible. On se rassemble ici pour ce qui s'est passé les 3 derniers jours, pour dire qu'on n'est tous pas d'accord. Tous ici, parce qu'on n'a pas le droit de tuer, et puis c'est la liberté de la presse, on a le droit d'exprimer ce qu'on a envie dans les journaux et les magazines. Pour nous, en presse locale, notre rôle, ça a été de relayer les différentes manifestations qui avaient lieu et aussi d'aller voir les gens et de savoir un peu ce qu'ils pensaient, de voir comment ça s'organisait aussi. Ce qui était important, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'amalgame au niveau religion, donc c'était aussi important de faire témoigner les différentes communautés religieuses, donc c'est ce qu'on s'est employé à faire dans la Voie du Nord. Et puis ce qui est important, c'est de suivre au jour le jour ce qui se passe un peu partout. Le rôle du maire, il a été de tout d'abord se tenir informé régulièrement de ce qui se passait, et puis surtout d'assurer la cohésion de l'ensemble de la population. Il fallait que, dans ce moment difficile où tout le monde avait un peu peur, où tout le monde était horrifié de ce qui se passait, les gens avaient besoin de partager, avaient besoin de se rassembler, avaient besoin de parler. Et moi j'ai été à l'origine un peu des rassemblements, faire en sorte que ces rassemblements se passent bien et rassurer les Valenciennois pour leur expliquer que ce qui se passe là n'est pas quelque chose de normal, que l'intégrisme ce n'est pas l'islam et qu'il n'y ait pas d'amalgame, c'est important. Tous les musulmans, Dieu merci, ne sont pas terroristes, c'est une minorité, une infime minorité. Et mon rôle c'est d'expliquer et c'est d'accompagner les Valenciennois pour qu'ils soient en confiance et leur dire qu'ici à Valenciennes, on partage une chose, c'est la fraternité, c'est la solidarité et c'est le bien vivre ensemble. Justement, il ne faut surtout pas tomber dans le jeu de ceux qui veulent créer la terreur, c'est-à-dire la tentation ce serait de se barricader derrière sa porte. Au contraire, il faut sans crainte sortir, de dire oui à la vie, oui à l'amour, oui à la fraternité, oui à la liberté, liberté de conscience, liberté religieuse et non à tout ce qui ressemble à la mort et nous ne pouvons pas être du parti de la mort, nous sommes du parti de la vie, quelles que soient nos croyances.
Ces attentats ont d'ailleurs eu un impact sur notre option, n'est-ce pas Emeline? En effet. Suite à cela, la France a été placée en alerte Vigipirate rouge. De ce fait, cette année, exceptionnellement, nous n'avons pas pu aller visiter les locaux de France Télévisions. Cependant, France Télévisions est un partenaire fidèle à notre option. Nous vous proposons de visionner le sujet réalisé en 2014. Bienvenue à France Télévisions. C'est ici que travaillent 2000 personnes réparties sur les 6 chaînes du groupe. En ce moment, la principale actualité, ce sont les Jeux Olympiques. Et oui, près de 3 millions de téléspectateurs suivent chaque jour les performances de nos sportifs tricolores. Et avec la technologie, plus besoin d'aller à Sochi. Tout se passe ici, à Paris. Très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe des sports de France Télévisions au grand complet. Retour en France. La Régie 1 est le cœur des directs de France 2. Le Télématin. Merci de nous avoir reçus. Passez une bonne journée, on se revoit demain. Les JT. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial Sama Soula en direct de Kiev. La météo. Bonsoir à tous, retour des averses aujourd'hui. C'est ici que les techniciens et les journalistes œuvrent pour vos émissions préférées. Attention pour le générique et top générique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à notre édition de 13h. Le plateau des journaux télévisés est appelé l'Atrium. C'est ici que dans quelques heures, David Pujadas s'installera pour démarrer le direct. En attendant, certains, ou plutôt certaines, tenteraient bien de lui piquer la place. Pendant que les pros de France 2 travaillent sur la Régie 1, les collégiens s'accaparent la deuxième régie. L'occasion pour leurs parrains de leur expliquer comment fonctionne la régie. Donc imaginons qu'on fasse une émission avec 10 caméras. On a les 10 caméras qui sont ici, 5, 4, voilà, j'en ai branché qu'une. Ici, il y a un mur qui est prévu pour avoir 9 caméras. De se mettre dans la peau des professionnels et de faire quelques essais plus ou moins concluants. Avant de partir, petit passage obligé par le maquillage. Et oui, personne ne rentre sur un plateau non maquillé. Le dernier plateau à voir est juste à côté. Il s'agit de Ce soir ou jamais, l'émission de Tadei. C'est maintenant l'heure de quitter France Télévisions, avec des souvenirs plein la tête. Plateau du journal La Salle Actu. Nous accueillons Axel. Bonjour Axel. Bonjour Noémie. Vous êtes parti à la rencontre des animaux du zoo de Maubeuge? Eh oui, vous vous souvenez, il y a 10 ans, une tornade avait détruit une partie de la ville de Mont. Le zoo de Maubeuge avait alors subi de gros dégâts. Nous sommes allés sur place 10 ans après pour voir quels travaux ont été faits et surtout pour passer un bon moment au milieu des animaux de ce superbe zoo. Un reportage de Clara, Jacques, Anya, Flavie et moi-même. Au zoo de Maubeuge, petits et grands viennent partager un moment en famille ou entre amis dans une ambiance conviviale. Depuis sa création, plusieurs aménagements lui ont permis d'atteindre sa taille actuelle et ainsi de pouvoir héberger plus de 60 espèces des 5 continents. Pour commémorer les 60 ans du zoo, l'équipe de la Salle Actu est allée à la rencontre de Jimmy Ebel, directeur du zoo depuis 2013. L'histoire du zoo de Maubeuge, donc tout a commencé en 1955 sous l'égide d'un ancien maire qui s'appelait le docteur Pierre Forêt. Tout a commencé avec quelques cochons d'Inde et quelques pigeons et ensuite progressivement le zoo s'est développé pour atteindre aujourd'hui sa surface maximale de 7,5 hectares, 300 animaux, 60 espèces. Donc les animaux qui rencontrent le plus de succès ici au zoo, ce sont les girafes, les éléphants, les lions, les hippopotames. C'est vraiment principalement les grosses espèces qui attirent le plus le public. Alors Jimmy, quelles sont les principales missions d'un zoo? Donc les principales missions d'un zoo sont tout d'abord le bien-être animal, c'est une condition sine qua non, le bien-être des animaux. Ensuite c'est la pédagogie, nous sommes un outil de sensibilisation pour le public. Donc ça c'est juste les moyens de défense. Ensuite c'est la recherche, on est un véritable vivier vivant en accueillant énormément de stagiaires sur le zoo. Et notre mission ultime c'est la conservation, c'est-à-dire préserver la biodiversité à l'échelle mondiale. Une soigneuse du parc va nous expliquer le déroulement d'une journée type. Donc la base de notre métier, en fait, c'est le nettoyage des enclos principalement.
la préparation de la nourriture et la distribution de la nourriture aux animaux. On fait également de l'observation au quotidien. Et voilà. Mais le plus gros de notre travail, c'est principalement le nettoyage des enclos. J'étais très marqué par le premier départ de notre éléphante Birma qui a quitté le zoo en 2006 et l'arrivée de nos 2 premiers éléphants dans le cadre du programme européen d'élevage, car c'était vraiment une des grandes premières démarches scientifiques du zoo avec les programmes européens d'élevage. Donc je dirais que c'est un fait très marquant pour le zoo, c'est un peu le début de cette aventure scientifique. Avant de passer à notre rubrique People, une petite page gourmande s'impose. Vous le savez, notre marraine cette année, c'est Sophie Gastrin. On espérait la revoir cette année encore, mais elle est actuellement à un salon du livre à Poitiers. Et oui, Sophie a sorti son premier livre de cuisine intitulé « Cuisine de l'île de la Réunion », un livre où elle livre les recettes de 25 personnalités comme Valérie Bègue, l'ex-Miss France. Sophie, si tu nous regardes, on pense à toi et on t'embrasse très fort. Vous l'attendez tous, place à notre chronique People avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Noémie, bonjour à tous. Toujours sur les bons plans Camille et toujours à l'affût des stars. J'ai entendu dire que vous aviez fait fort cette année. Effectivement, et on commence avec un binôme. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils ont signé le tube de l'été, tournent un peu partout en France et vont sortir leur 2e album. Nous avons rencontré Max et Mango à l'occasion d'une de leurs nombreuses séances de dédicaces. Retour en images. Alors bonjour Max, bonjour Mango. Bonjour. Vous les connaissez avec leur titre Tout va bien. Max et Mango sont les nouvelles petites stars de Warner et Gulli. Ils sont âgés de 11 ans et se prêtent déjà comme des professionnels au jeu des interviews. Retour en images sur notre rencontre avec Max et Mango. Moi j'ai commencé la musique il y a 6 ou 7 ans et donc je faisais de la batterie et du solfège et donc après avec Max on s'est dit qu'on avait envie de faire un peu autre chose, alors voilà, ça a continué comme ça. On s'est rencontrés sur des shootings, donc moi j'avais 5 ans et lui aussi, et on s'est apprécié au bout de plusieurs fois, et nos parents aussi, après on est devenus fort amis. Tout va bien, on se dit que tout va bien, on prend la vie comme elle vient, l'avenir comme un refrain, on se dit que tout va bien, si l'on force son destin, on sait bien que l'on n'a rien sans rien, l'aube a fini par s'éclaircir. D'abord, on a enregistré une maquette, donc la maquette de Tout va bien. Et puis, avec cette maquette, on a parcouru les maisons de disques. Et puis, 2 mois plus tard, Warner nous a appelés et nous a dit que c'était bon, il voulait bien. Moi, j'aime bien enregistrer les clips, surtout sur le clip de Tout va bien, c'était vachement marrant. On se dit que tout va bien. Moi je continue toujours l'école. Moi j'ai une chance, c'est que je sois tombée sur une classe qui n'a pas cours le mercredi. Du coup le mercredi j'en profite pour faire toutes ces choses là. Et moi ça se passe très bien aussi. J'ai eu le temps de tout faire avec l'école. D'accord, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Tout va bien. Hélène Ségara, tu nous racontes? Comme bien souvent, lorsque nous cherchons des idées de sujets, nous envoyons des mails aux artistes ou à leurs producteurs. Et voilà qu'un jeudi, vers 15 h, Camille, l'étudiante qui nous encadre, reçoit un SMS d'Hélène Ségara, disant « Rendez-vous à 17 h à Saint-Amand ». En deux temps, 3 mouvements, on rassemble le matériel. Antoine rentre de Lille, une petite équipe saute dans la voiture et direction Saint-Amand. Et là, devant nous, Hélène Ségara. Hélène a abordé avec nous la création de son nouvel album, un album familial. Son mari y fait les arrangements et sa fille de 10 ans pose sa voix sur quelques-unes des chansons. Retour en images avec Noémie, Axel et moi-même.
Un an après la sortie de son dernier album, Et si tu n'existais pas, en duo avec Joe Dassin, Hélène Ségara est de retour avec un nouvel album plus personnel. Tout commence aujourd'hui. Effacer ce qu'il y a dedans, jeter mes peines aux 4 vents et oublier qui j'étais avant. Mais oui, c'est un titre autobiographique, mais qui correspond à tellement de gens. Il ne faut pas hésiter par moments à remettre sa vie en question et repartir sur des bases plus positives. Mais c'est un cadeau de travailler en famille. Avec mon mari, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et personne ne me connaît aussi bien que lui. Et puis Maya, c'était une surprise parce que finalement, elle avait fait cette petite voix quand j'étais pas là et qu'ensuite elle avait envie qu'on la garde. Tout commence aujourd'hui, le reste de ma vie. Je l'écris, je le crie. C'est jamais pareil, mais souvent quand Mathieu compose, c'est la musique qui vient en premier et après on l'habille avec des mots. Des mots justement, de belles plumes comme Jean-Jacques Goldman et Zazie sont venus en poser sur ce nouvel album. Ce sont des personnes que je côtoie depuis de nombreuses années et puis écoute, là c'est la première fois que j'ose leur demander de travailler pour mon beau plaisir, tout simplement. Après presque 20 ans de carrière, dont Hélène Ségara porte un regard heureux, chanceux et je pense que j'ai fait la route telle que je voulais la faire. 8 albums studio, dont plusieurs disques de platine, de diamants et d'or, des chansons que plusieurs générations connaissent. Reste à savoir ce que nous pouvons lui espérer pour ce nouvel album. Que cet album arrive à passer son message, de donner plein d'espoir et d'ondes positives aux gens. On l'espère. Merci beaucoup. Merci. On en profite pour rappeler qu'Hélène Ségara débute sa tournée vendredi 19 juin dans 6 jours au Casino Barrière de Lille. Foncez chercher vos places si vous ne les avez pas encore. Et Hélène, si tu nous regardes, on pense fort à toi pour cette nouvelle aventure. Et on a la chance d'accueillir sur notre plateau Blandine Richard. Bonjour Blandine. Bonjour. Tu as commencé à chanter depuis quand? Depuis environ l'âge de 7-8 ans. Donc j'ai appris seule à jouer de la guitare. Donc en regardant mes vidéos sur internet. Donc ça fait environ 1 an que je joue du piano. Et donc environ 5 ans que je fais la guitare. Bonjour Blandine. Bonjour. Et d'où te vient cette passion pour la musique? Alors j'ai commencé avec une comédie musicale. Donc c'était Le Soldat Rose que j'ai fait avec mon école primaire. Donc j'étais en CM1. Et donc j'avais interprété le rôle de Medinazia, qui était interprété à la base par Vanessa Paradis. Et du coup j'ai commencé à écouter les chansons de Vanessa Paradis, après Christophe Maé, et puis après c'est là que c'est venu mon envie de chanter. On t'a suivi dans The Voice Kids, ça t'a apporté quoi de faire The Voice? Ça m'a déjà apporté de l'expérience, et surtout des contacts aussi. D'accord. Est-ce que tu tenteras The Voice adulte? On m'avait proposé de le refaire, mais bon, là, pour le moment, j'ai que 14 ans et je suis née en fin d'année, donc il faudrait que je le fasse en 2017. Et donc on verra bien si l'émission existe encore déjà, et puis on verra. D'accord. Quels sont tes projets pour la suite? Tu prépares un album? Donc en fait, j'écris mes chansons, je fais aussi la musique, mais j'ai pas d'album en préparation. Est-ce qu'on peut te voir en concert prochainement? Alors ce soir, je vais chanter aussi, demain aussi. Et le 15 novembre, je serai en concert à Valenciennes, à la salle Pierre Richard. D'accord. On va aussi te voir le 27 juin au Minifest de tous les Valenciennois ici. Tu sais quelle chanson tu vas interpréter d'ici là? Je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. D'accord. Et donc tu nous as réservé une belle surprise puisque tu vas nous faire un live. Donc on te laisse rejoindre le plateau, donc c'est juste ici. Et donc tu as suivi Blandine pendant qu'elle faisait The Voice Kids? Bah oui, en plus elle a été prise dans l'équipe de Louis Bertignac. Ah oui, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Elle avait fait Let Her Go, de Passenger. Ouais, j'ai adoré ce passage. Ouais, c'est clair. On était tous figés devant l'écran. Exactement. C'était super beau.
heard there was a secret chord that David played and plays a lot, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: for the fourth, the fifth, the minor fall, and a major leap. That fucking composing, hallelujah, 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 hallelujah. Very strong, but you needed proof. You saw a birthing on the roof, her beauty on the moonlight. Oh, with you, yeah. She did it to a kitchen chair. She broke your throne and she caught your hair, and from your lips she drove hallelujah. There's a God above. All I ever learned from love was how to show somebody how with you, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who see the light. It's a chord I need a broken hallelujah. Bravo. Bravo et merci beaucoup Blandine d'avoir accepté notre invitation. C'était très agréable, tu m'as mis des frissons. Une petite information avant de fermer ce JT. Il y a 20 ans, en juillet, un groupe scolaire partait de Valenciennes pour l'Espagne. Malheureusement, un accident de bus, un des plus meurtriers, a fait 27 morts. Pour les 20 ans, Benjamin, un des rescapés et sa famille, organise Valrock. Le but est de retourner sur les lieux de l'accident en vélo. Le départ aura lieu le 27 juin à la place d'Armes, nous y serons pour les encourager. L'arrivée est prévue le 10 juillet, le jour de l'accident, il y a 20 ans. Et voilà, c'est la fin de notre JT et pour quelques-uns d'entre nous, la fin d'une belle aventure. Nous allons quitter le collège, fini l'option journalisme, les voyages, les vedettes, les stars. Mais comptez sur nous, vous nous reverrez devant ou derrière une caméra et grâce à Lionel Schnant, Antoine Lukaseski, Camille Duet, Ahmed Amitouche, Eddy Brochard qui nous ont encadrés, à Jérôme, Lénaïque et Simon, les 3 étudiants qui nous ont aidés tout au long de l'année et à tous ceux qui nous ont fait confiance. Notre JT et nos masterclass ont eu lieu sur le plateau de la section Dream de l'Université de Valenciennes. Nous remercions vivement son président, Mohamed Ourak, la directrice de l'Institut des sciences, Madame Follet, qui nous accueille aujourd'hui, les responsables de la filière audiovisuelle qui encadrent les étudiants de L3 et de M2 sur leurs projets respectifs, Sylvie Merviel et Michel Pommeret, ainsi que l'ensemble des ingénieurs d'études, intervenants extérieurs, étudiants et doctorants.
À Monsieur Lawson et Monsieur Chartin, les directeurs du collège Saint-Jean-Baptiste et du lycée du Hainaut, un énorme merci à l'ensemble des personnes qui nous ont accordé du temps, aux étudiants qui ont aidé pour cette journée exceptionnelle, à l'association Atmosphère, Jean-Marc Delcambre et Delphine Pupponi. Notre JT a été diffusé en direct par les élèves de l'option Art Visuel du lycée du Hainaut sur leur web télé Hainaut TV. Merci à tous, merci d'avoir regardé notre JT et longue vie à l'option journalisme. À l'année prochaine.